Donc en fait aujourd'hui, vous êtes venu voir une conférence, écouter aussi une conférence sur les Power Rangers et les Super Sentai, que j'ai décidé d'appeler une histoire méconnue. Alors déjà, alors vous ne répondrez pas tous en même temps, parce que vu tout le monde qu'il y a, je risque de pas bien voir les mains. Levez la main ceux qui connaissent les Power Rangers. Ok. Levez la main ceux qui connaissent les Super Sentai. Ok, donc vous voyez, on a déjà perdu pas mal de monde déjà dans la foulée. Alors je vais vous parler en fait d'une histoire méconnue. Et bien je vais vous spoiler tout de suite, parce qu'en fait les Super Sentai, c'est quasi la même chose que les Power Rangers. Il ne faut pas croire que les Power Rangers c'est quelque chose d'original. C'est pas vrai du tout. C'est en fait un remake des histoires des Super Sentai, mais c'est ce qu'on va voir à travers cette conférence. Alors on va faire un rapide point donc sur le... Allez-y, allez-y, bonjour, on peut les applaudir s'il vous plaît, c'est encore 2 personnes de plus. N'hésitez pas à venir en espace VIP, hein. Je vous y invite, je fais fi de tous mes passe-droits et je vous invite directement. Merci. Et du coup, rien que pour vous deux, je vais recommencer un peu le sondage, parce qu'en plus on a l'air d'être de la même génération. Rien que vous deux, levez la main si vous connaissez les Power Rangers. Levez la main si vous connaissez les Super Sentai. Faut pas le dire pour me faire plaisir. Hein. Pas sûr. Ok. Alors justement, c'est ce que j'expliquais. Du coup, vous avez raté le spoiler d'il y a quelques secondes en fait, mais vous allez tout de suite comprendre ce que sont les Super Sentai en fait par rapport aux Power Rangers. Donc voilà, on va faire en fait un plan en 4 parties. Hein. Je ne vais pas être collégial, je vous rassure. Je ne vais pas dire partie 1, partie 2, et il y aura une interro à la fin. Tout d'abord, on va voir donc les origines du Super Sentai. Donc, on va parler du Tokusatsu. On va parler de la naissance du Super Sentai, de l'avènement et de la chute du genre du Super Sentai au Japon, bien évidemment, ainsi que son renouveau. Par la suite, on va parler donc des liens étroits entre Américains et Japonais. Donc on va voir qu'il y a une vieille collaboration entre ces deux pays et aussi l'arrivée en quelque sorte du créateur des Power Rangers, Raim Saban, qui est connu en France pour plein d'autres choses, notamment pour avoir produit les génériques de Goldorak, etc., etc. Partie 3, donc quelle évolution? Donc les différences entre les versions japonaises et américaines et le changement de mains diverses aux États-Unis de la licence Power Rangers. Et enfin, dans la dernière partie, on fera une rapide conclusion en fait sur le futur des licences japonaises et américaines, donc des licences Power Rangers et des licences Super Sentai. Alors, on va commencer tout de suite cette partie 1 donc avec les origines du Super Sentai et je vais vous montrer 4 images en fait pour vous parler du Tokusatsu. Alors, le Tokusatsu, qu'est-ce que ça signifie? Alors, Tokusatsu, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, on l'a mis en romanji, mais en fait, c'est un kanji au Japon, qui est composé, en fait, de 2 termes. Tokusatsu, ça signifie, en fait, effets spéciaux. Donc, en gros, le genre Tokusatsu au Japon, c'est tout simplement le genre de série avec des effets spéciaux. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'avais essayé de mettre des références qui essaient de parler un peu à tous, même aux plus jeunes, à travers les différentes ressorties. Dans le Tokusatsu, on va dire que le Tokusatsu, c'est le papa et la maman en même temps. Et ils ont eu plein d'enfants. Alors, il y a le Tokusatsu qui est tout là-haut. Et il a donné naissance au genre Super Sentai. Donc, Sentai, ça signifie escadron. Donc, le Super Escadron. Avec ici, quelqu'un qui reconnaît la licence? C'est une connerie, mais Bioman. C'est pas une connerie, c'est Bioman, effectivement. Donc avec Bioman, une série qui a cartonné en France en 1982 sur Canal+, et plus tard sur TF1 avec le générique de Bernard Minet que vous avez pu entendre sur différents salons. Après, il y a les Kamen Rider. Donc les Kamen Rider, eux, ce sont en fait des guerriers insectes qui ressemblent un peu à des sauterelles. Vous avez les Metal Heroes. Donc quelqu'un le reconnaît, lui? J'ai déjà vu, mais... Alors pour les plus vieux d'entre nous, j'ai l'air d'être le seul en fait. Ça fera pas plaisir à ma femme. Et du coup c'est Xor. Donc voilà, Uchukeiji Gaban en japonais, donc le shérif de l'espace Gaban. Juste pour information, Gaban, ça vient juste du fait que le créateur était fan de Jean Gabin et il a décidé d'appeler Gaban. Et enfin, vous avez les Ultraman. Donc là j'ai pris l'image la plus récente en fait, c'est de l'animé de Netflix en fait. Donc qui est ressorti aussi en manga, etc., etc. J'ai volontairement squeezé en fait, parce que ça se prêtait pas vraiment à la conférence, le 5e genre en fait, qui est le Kaiju Ega, qui est représenté par Godzilla et tous les monstres géants en fait.
Donc vous voyez, le tokusatsu, c'est quand même quelque chose de costaud. Et nous, on va s'intéresser au Super Sentai, donc au Super Escadron. Alors, le Super Sentai, donc ça a commencé avec Himitsu Sentai Goranger, qui signifie Goranger, l'escadron secret. Alors c'est un genre en fait qui n'existait pas du tout au Japon, hein. Ça a commencé en 1975. Alors le public japonais en fait voit arriver ça à la télé. D'habitude ils avaient déjà mangé un peu de Godzilla, etc. Mais là c'était la première fois qu'ils voyaient un escadron comme ça qui affrontait en fait des monstres géants. On arrivait enfin à personnifier, à mettre des hommes et des femmes derrière des costumes avec des super pouvoirs. Le succès est phénoménal. C'est-à-dire que Himitsu Sentai Goranger va poser les bases du Super Sentai au Japon. Vous allez avoir un escadron de 5 personnes, systématiquement. À votre avis, pourquoi ils sont 5 et par exemple pas 4? Par rapport à la tradition japonaise. Le chiffre 5 n'est pas quelque chose au Japon d'assez important. Exactement. Je sais plus. Alors, en fait, c'est ce que disait donc le jeune homme qui a l'air de très bien s'y connaître dans le genre. En fait, c'est tout simplement le chiffre numéro 4 porte malheur au Japon. Et donc, du coup, en fait, c'est soit ils vont être 3, ou soit ils vont être 5. Et s'ils sont 3 et qu'il y en a un autre qui arrive et qu'ils sont 4, il y a vite le 5e qui va arriver en fait dans la foulée dans l'épisode. Généralement, ça va être des renforts. Donc voilà, mais de base, ils vont être 5. Et ils respectent surtout un code couleur. C'est-à-dire que le leader sera toujours de couleur rouge. C'est comme ça parce que c'est la force et la détermination au Japon. C'est tout ça, hein. Ça a quelque chose de bien cohérent. Son bras droit sera généralement toujours de couleur bleue parce qu'au Japon ça signifie la loyauté. Et après, pardonnez-moi sur les autres codes couleurs, mais entre le jaune, le rose, bon bah le rose ce sera pour les filles, hein, désolé madame, ce sera toujours comme ça je crois malheureusement dans l'histoire. Et après le vert peut être remplacé parfois par le noir, voilà, les couleurs changent un petit peu. Alors du coup comme je vous le disais en fait Himitsu Sentai Goranger c'est un succès total. Et alors bon, par la suite, on va voir que chaque saison dure une année, mais là, le succès est tel que ça va durer 2 ans. Il va y avoir 84 épisodes. Et alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le générique d'Himitsu Sentai Goranger pour voir si vous arrivez toujours à le digérer 40 ans plus tard. Là, je vous spoil. Regardez plus, bouchez-vous les oreilles. Voilà. Alors justement, j'entends les remarques que je pensais arriver. Bon, il ne faut pas oublier que c'était il y a 45 ans quasiment, hein, cette histoire. C'était il y a 44 ans. Donc ça peut prêter à sourire, effectivement, aussi bien dans les effets spéciaux que dans la mise en scène, etc. Mais imaginez-vous ça, il y a 45 ans, la plupart des gens ne connaissaient même pas la couleur en plus à l'époque, et vous voyez ça sur votre grand écran, sur votre grand écran qui à l'époque faisait 30 cm. Mais c'est juste incroyable. Et alors là, le public japonais, est, comme je vous disais, est complètement féru de la chose, les jouets s'arrachent, les audiences explosent. Et du coup, la Toei, donc le studio qui est derrière tout ça, décide donc de lancer en fait une autre série par la suite
qui va s'appeler Jaka Denji Kitai. Alors c'est l'escadron électrochoc. Et malheureusement, ça en fait, ça traduit aussi la chute du genre du Super Sentai. Je vais très vite vous expliquer pourquoi. Alors, le personnage que vous voyez en fait au milieu avec ses couleurs arc-en-ciel, c'est pas les couleurs de la paix ou de la Gay Pride, pas du tout. En fait, c'est tout simplement les couleurs principales de son équipe. Mais lui, c'est un personnage qui est arrivé en fait, au bout du 14e épisode. Si vous l'enlevez, lui, il y a combien de personnages en fait? Et qu'est-ce que je vous ai dit au Japon sur le chiffre 4? Ça porte malheur. Alors ne me demandez pas pourquoi la Toei, qui est une société japonaise qui ne s'est quasiment jamais exportée à l'époque du Japon, a décidé de mettre 4 personnages principaux, mais en tout cas ça a suffi pour que les Japonais décident de ne pas regarder la série. Parce qu'ils avaient peur qu'en regardant ça, il arrive quelque chose à leurs enfants. Tout simplement. Juste par rapport au numéro 4. La Toei, voyant les audiences en fait s'écrouler, a décidé de rajouter Big O, qui est le personnage que vous voyez en fait au milieu. Mais c'était trop tard. Les audiences sont totalement catastrophiques. Les ventes de jouets s'écroulent, il n'arrive rien à vendre. Et du coup, ça va tuer totalement le genre Super Sentai pendant 2 ans. Entre-temps, une autre licence en fait, elle va exploser, c'est celle des Kamen Rider dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les guerriers en forme d'insectes, qui eux en fait vont connaître une explosion puisqu'ils vont lier plusieurs choses qui vont plaire au jeune public, notamment le fait qu'un Kamen Rider soit systématiquement sur sa moto, que le Kamen Rider est aussi à la base en fait un cyborg, donc vous avez un peu le côté robot. Ça fait vendre des jouets, ça fait vendre des masques et des foulards aussi notamment parce qu'ils avaient toujours des foulards. Mais la Toei dit c'est pas possible, on s'est loupé, bon, on a compris notre erreur quand même, on a mis 15 épisodes pour mettre un 5e personnage, mais bon, on a compris notre erreur. Il faut faire quelque chose, mais on va faire quoi? Et là, on est quand même déjà en 1979, et en 1979, les Japonais regardent de l'autre côté en fait du globe, et voient qu'il y a un genre qui cartonne aux États-Unis. Qu'est-ce qui cartonne aux États-Unis dans les années fin 70-80? Ça cartonne encore beaucoup actuellement, au cinéma notamment. Les comics, exactement. Les super-héros. C'est les super-héros qui fonctionnent et les Japonais, ils vont dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en inspirer un peu. Et qu'est-ce qu'ils vont créer? Ils vont créer Battle Fever J, où j'ai pas changé en bas, j'ai mis Jaka l'escadron électrochoc, c'est une erreur de ma part. Tout simplement, ça veut dire la fièvre de combat J, voilà, japonaise, la fièvre de combat japonaise, avec le héros qui s'appelle Battle Japan, forcément, c'est le leader avec le drapeau japonais. Vous pouvez voir que son second, c'est Battle France, exactement, puisqu'il parle français, il dit oui dans la série. Il sait dire oui en fait en français, mais il est français. Après, vous avez Battle Kenya que vous voyez avec sa tête de pharaon, on ne comprend pas trop pourquoi il est kényan. Et vous avez Miss America en fait, qui est la femme de l'autre côté. Et ce que je vais faire, je vais vous mettre le générique, parce que lui aussi, il est assez sympa. Écoutez bien parce qu'ils vont parler dans leur langue. Ça va arriver. Voilà, donc je pense que vous avez tous reconnu Battle France quand il a dit oui, et Miss America quand elle a dit yes, enfin elle dit yeah d'ailleurs.
Mais il y a quelque chose de bien particulier en fait avec Battle Fever J. Le genre a cartonné aussi pour quelque chose de bien précis. C'est-à-dire qu'en fait Battle Fever J a établi, c'est la véritable première série Super Sentai. À votre avis, pourquoi quand vous avez vu le générique, je vous dis que c'est la première vraie série Super Sentai? Qu'est-ce que vous avez pu voir potentiellement différent par rapport à la série d'avant? Arriver des gros robots. Exactement, on a un vrai connaisseur. Hein. Tu vas venir avec moi et on va faire la conférence tous les deux. Effectivement, en fait, c'est qu'il y a l'arrivée du mecha. Mecha, en fait, en japonais, ça signifie robot. Vous l'entendez maintenant absolument partout. C'est un terme qui est repris dans tous les sens. Ils sont 5, donc l'escadron fonctionne. Ils ont les couleurs principales. Le leader est rouge, ça va très bien. Et derrière, il a un mecha, en fait, un robot géant qui se transforme et qui va pouvoir combattre contre des robots géants. Mais alors peut-être que vous allez me dire, ou pas d'ailleurs, et du coup ma double personnalité va s'en charger pour vous. D'ailleurs, mais pourquoi Ludo, depuis tout à l'heure, tu nous dis en fait que Goranger et Jaka, c'est des Super Sentai, alors qu'ils n'avaient pas de robots géants? C'est très très simple. C'est qu'en fait, ça vient d'une erreur d'un journal japonais en 1989 qui a dit que le genre Super Sentai a commencé avec Goranger, la toute première série. C'est une erreur, c'est comme ça, c'est une coquille, c'est juste une coquille. La Toei reçoit l'article et au moment de le valider, ils disent ouais mais c'est pas bon. Ouais mais on arrive bientôt à une série anniversaire et potentiellement on va pouvoir vendre plus de marchandises, plus de jouets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider l'erreur. Et donc, grâce à cette coquille de 1989, ou à cause, Battle Fever J n'est plus la première série Super Sentai, mais la troisième, et Goranger devient donc la première série Super Sentai. Est-ce que j'ai été clair dans l'explication? Parce que parfois, des fois, je me lance comme ça et on ne m'arrête plus. Et donc voilà, là par contre, le succès est continu. Toutes les séries Super Sentai qui sortent par la suite respectent le même schéma, c'est-à-dire 3 Super Sentai pour éviter le chiffre 4 ou 5 Super Sentai. Soit ils sont rejoints par 2 autres membres pour faire plus de ventes de jouets, etc. Le leader sera systématiquement rouge. Vous aurez toujours une femme dans la série et vous aurez toujours un mecha. Et là, on va en arriver donc à la fameuse partie où on va commencer à parler des Power Rangers aussi. La vidéo, on verra. Je peux dire encore la vidéo. Tout à fait. C'est pas mieux. Ah, voilà, ça devrait être mieux. Non. Ah, il faut que je ferme la vidéo. Ah, autant pour moi. Ça arrive. Et donc, alors je vais meubler. Et donc en fait, c'est là où on va commencer en fait à parler du début des Power Rangers. En fait, c'est qu'il y a eu des liens étroits avec le Japon. Et c'est une vieille collaboration. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Marvel. Eh bien, est-ce que vous savez que Marvel, maintenant oui, puisque vous le voyez, mais que Marvel et la Toei avaient collaboré ensemble pour le genre Super Sentai, en fait, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un gars, il n'est pas très connu en plus, c'est quoi déjà son nom? Stanley, ça ne doit rien vous dire, en fait. Il est allé au Japon, puis en fait, il ouvre, il regarde les programmes télé, et il dit « Ah, mais ça a l'air vachement bien. En plus, Battle Fever J, bon, même si ça a l'air d'être bien copié sur nos super-héros à nous, je pense que je vais pouvoir expatrier ça chez nous. Denziman aussi, et Sun Volcan. En fait, cette collaboration va durer 3 ans, jusqu'en 1981. Alors par contre, je ne vais pas vous la faire plus longue, ça n'a pas marché du tout aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les Américains, déjà, ils sont comme les Japonais, c'est-à-dire qu'ils sont assez nationalistes, on peut dire, c'est-à-dire qu'ils aiment bien voir des Américains en fait et non pas des Japonais à la télé, surtout à l'époque, et là ils voient des Japonais qui font du karaté dans tous les sens, ils comprennent rien du tout. En plus, la plupart des épisodes sont doublés par des acteurs comiques, et donc les acteurs comiques, on a connu ça aussi en France avec Elle le Survivant, et donc ils racontent absolument n'importe quoi dans la série. Et puis alors au bout d'un moment, les chaînes de télé disent bon, de toute façon, on va arrêter de le faire doubler, ça nous coûte trop cher, on va faire des sous-titres. Voilà, alors américain plus sous-titres, plus japonais, allez c'est bon, on remballe, et puis tout à 10 balles ou je remballe. Ok, bon, ça va quand même durer 3 ans et Stanley reste quand même sur ce demi-échec. Mais pourquoi demi-échec? Eh bien parce que Stanley lui dit « Attends, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre le genre Super Sentai aux États-Unis que moi je vais pas réussir à mettre les super héros américains au Japon. Du coup les gars, je vais vous proposer une licence que moi j'aime bien, dont je suis fan, c'est une de mes préférées,
la toile lui dit oui, c'est quoi? Et il dit tiens, moi je vais vous présenter Spider-Man. Quoi? Spider-Man. Quoi? Spider-Man. Ah, Super-Daiman. Ah oui, voilà, ouais, ok, on va faire ça. Mais les Japonais, la Toei, ils voient le programme, enfin ils lisent les comics, c'est nul en fait, c'est un gars, il sait pas voler, il n'a pas de super pouvoir, il n'y a pas de robot géant. Tu nous laisses les droits? Oui, on te laisse les droits, on touche un petit peu chacun notre argent et ça va aller bien. Parfait, les gars, donc en fait Spider-Man, il vient d'une planète extraterrestre, il vient venger son peuple sur la Terre, il a un méca géant qui s'appelle Léopardon et il a un vaisseau qui s'appelle Marveleur. Marveleur, ok, pas de problème. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire, plutôt que de nombreux mots, on va regarder le générique de Super-Daiman. Change the apart. 君はなぜ戦い続けるのか、命をかけて一筋に無敵の男スパイダーマン。Tout est dit. Je pense que tout est dit. Mais il y a quand même un charme en fait dans tout ça. Honnêtement, c'est là où on voit le charme de ces années en fait, fin 70, début 80 au Japon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette culture de vouloir appliquer quelque chose à une licence qui ne s'y prête pas du tout. Ils cherchent à adapter la chose, à la rendre cohérente d'ailleurs. Et des années plus tard, s'il y a des fans de comics parmi vous, il y a un arc Marvel qui s'appelle le Spider-Verse. On a pu le voir au cinéma, mais ils n'en ont pas encore trop parlé. D'ailleurs, la rumeur dit qu'il va être dans la suite. Mais dans le comics, vous avez Super-Daiman avec Léopardon. Donc vous voyez, même Marvel, au final, le légitimise en fait de son côté. Parce que ça avait quand même ce petit côté merveilleux. Alors par contre, contrairement aux Japonais, Super-Daiman, ça a cartonné au Japon. Ça a vraiment cartonné et ça a permis en fait à la licence Spider-Man de vraiment se mettre en place. Après, on attend tous dans le prochain Spider-Man qui va sortir en juillet de voir Léopardon, mais je pense que ça ne devrait pas trop le faire. Alors, hop, je pense que je suis bien, là j'ai dû bien le faire, non? Super, ça y est, au bout de 4 slides, j'arrive enfin à fermer une vidéo. Et du coup, alors maintenant, nous allons parler de l'arrivée de Haim Saban. Alors, Saban, je pense que d'une façon ou d'une autre, vous avez tous dû en entendre parler. Alors Saban, déjà, c'est simple, c'est toutes les séries et dessins animés des années 80 à 90. Saban, c'est bien évidemment les Power Rangers, mais Saban, comme je le disais aussi à certains, le générique de Noam, c'est Saban aussi en fait, Goldorak, vous savez, il traverse tout l'univers aussi, je vais arrêter de chanter là. Et donc du coup, c'est Saban aussi. En 1984, donc lui, Haim Saban, en fait, il fait un voyage au Japon, un voyage d'affaires au Japon. Et il fait comme Stan Lee, c'est-à-dire qu'on a un peu tous ce sale réflexe, en fait, c'est quand on arrive dans notre chambre d'hôtel, on allume tout de suite la télé. C'est vrai, c'est un réflexe, même moi, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, là, pendant ce week-end, j'ai allumé tout de suite la télé. Je ne comprends pas pourquoi, c'est vrai en plus, c'est véridique. On a tous ce réflexe-là. Et lui, il allume la télé et il tombe en plein sur un programme pour enfants qui s'appelle Bioman. Ah, il voit Bioman, waouh! Alors moi déjà, en plus, je suis de la génération Bioman, je peux le comprendre. Le gars, il voit le générique de Bioman, il voit les gars, ils ont des bioparticules, les effets spéciaux sont un peu plus poussés que les autres séries. Il voit un super robot géant, il voit Pibolo, qui est une copie conforme de R2D2, il se dit tiens, en plus ça peut parler aux différents pays. Je vais essayer de négocier un deal et je vais essayer de faire en fait comme Stan Lee. Il ne savait pas
enfin si, il savait ce qu'avait fait Stan Lee, mais bon, il a essayé de l'appliquer à sa sauce. Mais Saban, lui, il a vu justement ce flop aux États-Unis. Et il a dit ce que je vous ai expliqué. Les Américains n'aiment pas voir des Japonais. Alors moi, ce que je vais faire, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai remarqué que dans ces séries, toutes les scènes de combat, on ne voit pas de Japonais puisqu'ils sont masqués. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi en fait j'enlèverais pas juste les scènes où on voit des Japonais, je garde les scènes de combat où ils sont masqués, et en fait je change tout le casting, et du coup comme ça je divise les frais par deux. Je ne retourne pas tout, je prends juste certaines scènes de combat, et du coup je mets des acteurs américains, et c'est ce qui va présenter à son retour, notamment avec le projet Bioman américain. Alors je vous rassure, ça vous dit rien, c'est parce que c'est jamais sorti. Ça n'a pas marché en fait, enfin il n'a pas réussi à le vendre. Mais il avait quand même un casting qui était un peu particulier parce que au moins vous en connaissez un. C'est sûr et certain, dans le lot vous en connaissez un, c'est Mark Dacascos. Et je vais vous dire pourquoi vous connaissez forcément Mark Dacascos, parce que les plus vieux d'entre nous ont pu le voir dans la série télé The Crow ou alors Crying Freeman, le film qui est excellent et je vous le conseille. Ou alors vous avez pu le voir récemment dans John Wick 3, Parabellum, il joue l'ennemi en fait de John Wick. Donc le gars il est quand même assez tanké, il a quand même une carrière et tout ce qui va avec. L'acteur noir que vous voyez à côté, noir mexicain d'ailleurs, il a une maman mexicaine. Donc Miguel Nunez, lui aussi vous avez pu le voir dans pas mal de séries télé des années 80, donc notamment la série V, Les Visiteurs. Et donc voilà, lui il décide en fait d'appliquer cette formule-là. Les studios américains regardent le truc et disent non, les petits américains, nous pour le moment ça va très bien, ils ont des dessins animés, on arrive à vendre plein de produits avec les dessins animés, on n'a pas besoin de ça, de toute façon ça coûte trop cher. Du coup, Saban dit ok, ben, je vais faire la même chose avec la série qui arrive après, Jetman, toujours pas, je vais le faire avec Liveman, non, toujours pas. Et là en fait, il retourne au Japon en 1992 et il voit une série qui s'appelle Zyuranger. Alors, ce qu'on va faire, je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous lancer le générique de Zyuranger et vous allez me dire si ça vous fait penser à quelque chose, aussi bien dans le thème que dans les Super Sentai que vous allez voir. 1億数千万年前の恐竜時代から今よみがえった5人の戦士たち恐竜戦隊ジュレンジャージュレンジャージュレンジャー伝説の戦士たちよジュレンジャージュレンジャー時をかける希望恐竜戦隊ジュレンジャー足音が聞こえないか遥かな大地を踏みしめて5つの牙がやってくる見せてくれ未来へのファンタジージュレンジャージュレンジャー永遠の戦士たちよジュレンジャージュレンジャーいつも君のそばに恐竜戦隊ジュレンジャー Si je vous demande un film en 1992-1993 qui est sorti au cinéma et qui a cartonné avec des dinosaures, Jurassic Park, effectivement. Alors ça, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que généralement, en fait, une équipe Super Sentai au Japon va toujours chercher à rendre hommage à un thème ou à un film en fait qui a cartonné. Alors il y a eu One Piece avec les Gokaiger qui était les super pirates en fait, qui a été adapté en Super Mega Force aux États-Unis. Vous avez eu les trains avec Tokyo au Japon, tout simplement parce que c'était le super train qui a permis d'avoir les Jeux Olympiques au Japon, donc ils ont décidé de rendre hommage. Et après, du coup, cette équipe de Super Sentai, elle vous dit quelque chose, vous ou pas? C'est la première équipe des Power Rangers. C'est les Mighty Morphin Power Rangers, effectivement. Et en fait, Saban, il arrive enfin à vendre ce concept. Pourquoi?
93, Jurassic Park, ça cartonne. Ok, il y a des dinosaures. Et en plus, c'est une série qui est beaucoup moins grave que les autres. C'est-à-dire qu'aussi les Japonais n'ont pas la même notion de la violence ils ont pas les mêmes valeurs en fait que nous. C'est-à-dire que par exemple quelqu'un peut mourir devant leurs yeux, ils vont dire c'est pas grave, c'est parce qu'il s'est dépassé en fait. Voilà, alors que nous on va dire oh mon Dieu c'est horrible, il est mort et tout. Et donc Zyuranger n'a pas du tout ça. Vous avez pu voir aussi que les acteurs sont différents. Vous avez vu que c'était des Japonais. Est-ce que vous avez noté la différence avec le jaune? Il a pas dit. Effectivement. En fait, aux États-Unis, le Power Ranger jaune, c'est une femme. Et tout simplement, en fait, au Japon, c'est un homme. Et du coup, je vais vous parler des petites différences. Eh ben, on va vite passer à cette différence-là avec le générique donc de Mighty Morphin Power Rangers. Et on va faire un petit interro après. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, Rita s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts. Rassurez-moi, la fin du générique vous rappelle quelque chose. C'est du copier-coller, vous avez vu? En fait, c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé toutes les scènes en civil, ils les ont mis à quelque chose qui cartonnait plus. Il y avait une série à l'époque qui cartonnait en France et aux États-Unis et dans le monde entier, ça s'appelait Sauvé par le Gong, où c'était tout simplement un groupe d'adolescents qui faisaient les foufous au collège et au lycée. Et ben, il a tout simplement repris le truc, en fait, ils font les foufous au collège et au lycée, bon, ils ont des valeurs, ils font tous des arts martiaux, ils font tous 90 kilos de muscles à 17 ans, mais ça c'est absolument normal. Et après, du coup, ils ont quand même américanisé certaines choses. Citez-moi quand même, en dehors des personnages humains, j'ai envie de dire quelque chose qui était différent du générique japonais au générique américain. Est-ce que vous avez vu quand même un autre personnage, une référence qui n'était pas la même, qui a été ajoutée peut-être? Ils ont changé de méchant. Le méchant Il change. est présent aussi. Les Il est présent aussi un peu plus. Les... Ils font une histoire avec eux. Ouais, effectivement, enfin, il y a une histoire qui est différente. C'est surtout aussi en fait que vous voyez Zordon, la tête en tube, vous voyez. Lui, il existe en fait que dans la version américaine. Et Alpha 5 aussi n'existe que dans la version américaine. Voilà, vous savez, c'est le sidekick, c'est un peu rigolo qui fait toujours aïe 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 aïe. En fait, c'est bon, regardez sur Netflix, je vais arrêter les imitations. Parce que sinon on va jamais finir le tout. Et donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, en fait, c'est ces principales différences entre tout ça. Malgré tout, donc voilà, c'est ce que je vous expliquais, vous voyez le casting. Non. Décidément, il m'aura fallu quand même plusieurs slides pour pouvoir fermer correctement une fenêtre. Voilà. Donc vous voyez quand même le casting japonais et donc le casting américain. Donc on peut pas vraiment dire. Oui. Le casting est écrit chez Lampard. Alors on va en parler aussi. On va en parler aussi. Effectivement, ça a été la source de nombreux mèmes sur Internet. Donc vous voyez que le casting est différent et effectivement, comme le dit mon collègue infiltré, parce qu'on va finir par croire qu'il est de mèche avec moi, c'est que vous pouvez voir que malheureusement l'asiatique c'est le Power Ranger jaune et le black c'est le Power Ranger black en fait, c'est le Power Ranger noir, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça fait un peu, ça prête un peu à confusion, mais à l'époque on va dire que c'était plus une volonté de faire quelque chose à la Benetton plutôt que d'y avoir une véritable volonté de stigmatiser en fait une couleur de peau. D'ailleurs il y a un mème qui est assez rigolo sur internet, c'est qu'on les voit tous se transformer et donc le Power Ranger jaune dit Yellow Power, le vert dit Green Power et le Power Ranger blanc qui va arriver après, on en parlera aussi, dit White et le Black lui dit non, le dit pas. Voilà, White Power, c'est le Ku Klux Klan en fait. Voilà. Donc vous voyez, ça faisait quand même marrer. Dis-moi. Là, ils se sont mis juste, pour la photo, ils se sont juste mis en costume. Je sais
pour la photo. Alors, en fait, il y a des scènes, alors c'est bien que tu fasses la remarque aussi, c'est qu'il y a des scènes qui malheureusement en fait ne peuvent absolument pas être adaptées parce que c'est trop connoté, on voit des panneaux japonais derrière ou quelque chose comme ça. Et du coup, les Américains ont quand même eu la réplique des costumes japonais pour pouvoir en fait faire certaines scènes comme celle-ci. Au bout d'un moment, tu vois, il doit y avoir quand même un marketing derrière, c'est-à-dire que tu vois, ils ont toutes des belles têtes d'Américains là, tu vois, t'as tous envie de leur faire un bisou sur la joue quand même, c'est assez incroyable. Tandis que c'est vrai, ben, les Japonais, ils font plus guerriers, tu vois, t'as moins envie de leur faire une bise, t'as plus envie de leur serrer la main, tu vois, c'est moins ton copain, on va dire. Et donc, du coup, on va enchaîner parce qu'il reste quand même plus beaucoup de temps. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a des différences aussi entre les versions japonaises et américaines. Et alors là, je vais me lever un peu pour pouvoir vous les montrer en fait. C'est que vous voyez, en haut, vous avez par exemple le Power Ranger blanc. En fait, c'est lui qui va prendre la relève du Power Ranger vert. Alors, je vous le dis tout de suite, dans la version japonaise, dans Zyuranger, il y a le Power Ranger vert, qui est avec ce casting-là. Mais le Ranger blanc, le Kiba Ranger, arrive lui dans la série d'après, où tout le casting a totalement changé. Les Power Rangers, c'est un succès qui est absolument phénoménal aux États-Unis et même en France. Moi, je peux vous assurer que quand mes parents m'ont offert les jouets Power Rangers, mais je crois que c'était le plus beau Noël de ma vie. Sincèrement, en plus, c'était pas du tout de blague. Les magasins étaient dévalisés, il y avait des cartes, il y avait des autocollants, etc., etc. Et Saban lui dit, ouais, mais moi, si je change l'équipe, en fait, c'est tout mon marketing qui va tomber, en fait. Moi, les gens sont habitués au Power Ranger, donc je ne veux pas changer d'équipe. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a commandé, en fait, aux Japonais de tourner des scènes avec l'ancienne équipe, avec le nouveau Power Ranger. Tout simplement parce qu'en fait, dans la série japonaise de base, le Power Ranger vert meurt. Il meurt, voilà. Je vous disais que les Japonais, c'est quand même autre chose. Le Power Ranger vert meurt dans la série japonaise, alors que dans la série américaine, il perd tout simplement ses pouvoirs parce qu'une bougie a fondu. Voilà, la bougie qui lui donne ses pouvoirs a toute fondu, donc il a perdu ses pouvoirs. Et donc, Saban, ben quand même, au bout d'un moment, il va dire « Ouais, mais moi, ça me coûte trop cher de faire retourner des scènes par les Japonais. » Et ben c'est terminé, en fait. Chaque série qui va sortir, je l'américaniserai et on changera le marketing. Et c'est pas grave, on vendra des nouveaux jouets, des nouveaux Power Rangers, etc., etc., etc. Donc la tactique de Saban pour Power Rangers, ça a été d'adapter systématiquement, sauf à de rares exceptions, parce que le marketing n'avait pas trop fonctionné au Japon et donc il ne voulait pas reproduire la même erreur aux États-Unis. Il va adapter systématiquement la série, mais avec la même chose, c'est-à-dire qu'il va garder les scènes de combat casquées et il va faire retourner toutes les scènes de combat non casquées. Après, par contre, voilà, vous voyez, donc ça c'était l'autre équipe dont je vous parlais. Donc voilà. Après, donc par contre, les Américains, comme tu le disais, a apporté aussi des méchants originaux qui n'existent pas dans la version japonaise. Donc par exemple, Lord Z, il existe uniquement dans la version américaine de Power Ranger et non dans la version japonaise. Et après, dans d'autres séries, comme celle-ci, le Titanium Ranger, eh ben lui, il existe aussi que dans la version américaine et non pas dans la version japonaise. Voilà. Dans le deal, les Américains ont le droit d'ajouter ou supprimer en fait les personnages qu'ils veulent du moment que ça rend cohérente la série. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que les explications sont assez claires? Je crois qu'il y a une période où c'était Disney qui avait repris la licence. Eh ben, on va y arriver. Il est vraiment pas de mèche avec moi, hein, je vous le dis direct. Hein. Donc, on entame le fait que la Toei garde sa licence, mais les Power Rangers changent de main. Voilà. Alors, effectivement, au bout d'un moment, Power Rangers, ça commence à s'essouffler quand même. Hein. Le public change, le public grandit, puis nous, on grandit. On a d'autres dessins animés à regarder. Il y a l'avènement aussi du manga qui commence à arriver. Quand le manga arrive, c'est une déferlante. Surtout aux États-Unis, en plus, plusieurs années après nous, Dragon Ball Z arrive. Alors, je peux vous assurer que les Américains en sont devenus complètement fous. Mais vous avez pu le voir aussi. Et du coup, il va vendre en fait la licence. Et il va vendre la licence à ceux qui rachètent absolument tout actuellement. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils rachètent ma propre société. C'est Disney. Et Disney va racheter en fait les Power Rangers pour une sacrée enveloppe et va décider d'adapter ses propres scénarios. Mais Disney va faire quelque chose de différent de Saban.
C'est-à-dire que eux, ils vont garder aussi les scènes de combat, donc casquées, mais alors ils vont changer totalement l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une série au Japon qui est très humoristique, qui s'appelle pardon, excusez-moi. Il y a une série donc humoristique qui s'appelle, du coup j'en ai oublié le nom, ça me reviendra un peu plus tard, donc qui est une série humoristique, les véhicules rigolent, parlent avec les Super Sentai, etc. Et ben Disney, eux, vont le transformer en série post-apocalyptique à la Mad Max, comme ça, parce qu'ils pensaient que ça irait mieux pour le public adolescent, ça leur parlerait plus. Alors c'est très très bizarre à regarder, vous pouvez la voir aussi sur Netflix, c'est que vous voyez les véhicules qui sont en train de sautiller, en fait qui sont tout contents, et vous avez un gars, mais c'est véridique, comme Ken le survivant, et qui dit d'accord, on doit aller dans le désert récupérer de l'eau pour ne pas mourir. Ok, et l'autre il est tout content, en fait le véhicule, et il dit eh bien on va se promener. Donc voilà, c'est assez bizarre. Et Disney n'arrive absolument pas à faire quelque chose avec cette licence, et donc quelques années plus tard, pour les 25 ans de la licence Power Rangers, Saban rachète à Disney une bouchée de pain, la licence Power Rangers, alors qu'il leur a vendu au prix fort, et adapte Samurai Sentai Shinkenger, qui va s'appeler en France et aux États-Unis Power Rangers Samurai. Il rapplique de nouveau tous ces concepts, mais alors là, il décide de faire quelque chose, Saban, qui est encore plus merveilleux, c'est qu'il dit ouais, le scénario japonais, allez hop, on va le garder, mais on va juste mettre des Américains, et puis voilà. C'est-à-dire que par exemple, au lieu d'avoir Takeru Shiba, qui est le leader en fait de son dojo et de son clan Shinkenger en fait au Japon, eh bien vous allez avoir Jaden Kiba, un Américain aux yeux bleus et blonds, qui est japonais, on ne sait pas comment, mais bref, il l'est quelque part, et qui dirige un dojo et qui va diriger le clan samouraï et super samouraï contre les méchants. Il décide de plus du tout se prendre la tête. Donc voilà, on va regarder une dernière petite vidéo, notamment sur ces fameuses comparaisons en fait en côte à côte entre la version japonaise et la version américaine. Legendary Red Ranger mode! Whoa, we can all be red? Color me impressed! This mode's got some serious power! I'll say... Let's turn the sky black and blue! Ça a été bref, mais est-ce que vous voyez la différence en fait? On va faire le jeu des 7 différences alors qu'il n'y en a qu'une. Sur le décor. Non, c'est pas le décor. Costume. C'est Costume. Ouais, le costume, effectivement. Alors parce qu'il y a un truc en fait qui est un peu particulier, c'est que pour cette série, Gokaiger aux États-Unis, en fait ce sont des pirates de l'espace qui utilisent des clés qui leur donnent les pouvoirs de tous les anciens Super Sentai. Super classe d'ailleurs cette série, je vous la conseille vraiment. Et d'ailleurs c'est celle-là l'hommage à One Piece. Et aux États-Unis en fait, le costume change de l'autre côté. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans Power Rangers Super Mega Force, en fait, ce Ranger-là, c'est le Ranger de base et il évolue en fait en pirate. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas régresser. Ils sont censés tous faire un power-up, mais comme Saban adapte absolument comme il veut les choses et qui transforme les séries comme il veut, eh ben, ça aurait été un peu bête, pour rester poli, de dire « Et toi, c'est quoi ton super pouvoir ?» Le mien, c'est de régresser, mec. Ah, c'est super, c'est un super pouvoir. Mais la différence va être un peu plus flagrante ici. Hop. Avec l'arrivée du Power Ranger vert, comme je vous le disais. La version japonaise par rapport à la version américaine.
return. Time to meet the Green Ranger. Long live Empress Rita! You okay? You think you're so tough? Take me on! With pleasure! やめてブラやめて おじいちゃんごめんよおじいちゃん僕が扉を開けたばっかりにいいんだもういいんだよ亮太君君が悪いんじゃないいつかはこうなる運命だったんじゃブライ誰だどういうことなんだOn va pouvoir l'arrêter là. Donc vous voyez les différences en fait. Vous avez tous vu le coup de dans l'entrejambe quand même. Bah, vous voyez ça passe pas aux États-Unis par exemple. Comme le fait de repousser le gamin, bon outre le fait qu'il est japonais, voilà, et que ça collait plus du tout au truc. Et le fait de repousser un gamin et de potentiellement lui faire du mal, ça passe pas du tout aux États-Unis en fait. Malgré le fait qu'ils aient quasiment tous le droit de porter une arme. Donc voilà. Donc vous avez pu voir en fait à travers tout ceci. Donc les différences entre les Power Rangers et les Super Sentai. Oui, jeune homme. Juste une question. Dis-moi. Ils mettent quoi pendant les coupures de scène comme ça? À rien. L'épisode est coupé en fait, c'est-à-dire que parfois, alors notamment ça s'est vu de plus en plus sur Shinkenger et Super Samurai, etc. Les épisodes font maintenant à peu près 15 minutes alors qu'au Japon ils font 25 minutes. Voilà, tu as vraiment de très très grosses coupures. Quand ils n'arrivent pas à meubler, tu as de très très grosses coupures. Donc on va terminer en fait très rapidement par le futur de ces licences en fait japonaises et américaines. Donc rassurez-vous, au Japon, maintenant c'est devenu on va dire le programme un peu qu'on regarde, que les enfants regardent en allumant la télé le matin et en allant prendre le petit-déj. Ils entament leur 43e série avec Ryu Soldier, qui sont encore un escadron de dinosaures chevaliers. Enfin, les thèmes reviennent souvent. Aux États-Unis, donc ils viennent de lancer, ainsi qu'en France, donc l'adaptation de la série Super Sentai Go Busters en Beast Morpher. D'ailleurs, Saban, j'ai oublié de vous le dire, a revendu de nouveau les droits de Power Rangers et c'est Hasbro qui les a achetés. Hasbro, les Transformers en fait. Donc voilà, eux ont décidé en fait de racheter la licence et donc vous pouvez aller dans n'importe quel magasin maintenant, vous bouffez du Power Ranger après de partout. Et d'ailleurs, ils veulent faire un nouveau film au cinéma. Et enfin, eh bien, tout simplement, le merchandising, en fait, aussi bien, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis qu'au Japon, explose littéralement, puisqu'ils ont compris qu'il y avait des collectionneurs comme moi, comme beaucoup d'adultes, en fait. Maintenant, il y a de plus en plus de collectionneurs en soi. Et ils ont ressorti toutes les gammes, en fait, de robots en version métal et qui coûtent généralement entre 150 et 200 €, ce qui est plutôt cher dans les porte-monnaies pour la paix des couples. Voilà, tout simplement. Et maintenant, écoutez, vous avez terminé en fait cette conférence brillamment, je suis sûr, en sachant ce qu'est la différence entre les Power Rangers et les Super Sentai. Merci beaucoup.